Donc IA, une technique qui va bouleverser dans les années à venir ce qui va se passer en animation et ces techniques d'apprentissage. On avait envie de vous présenter donc deux sociétés qui sont en pointe dans ces technologies. L'année dernière, Yassine Tahi, qui est un des fondateurs de Kinetix, était venu nous présenter dans la session démo la solution dont va nous parler, enfin en tout cas son évolution dont va nous parler Henri Mirande, qui est le second fondateur de Kinetix. Donc, qui est une plateforme no-code de création d'animation 3D grâce à l'IA. OK. Donc, depuis l'année dernière, Kinetix a levé 11 millions de dollars, qui est un montant assez inédit quand même dans ce secteur des ICC, pour la France en tout cas, et est passé de 18 personnes à 43 et a commencé à investir les métaverses. Et puis à côté, donc, Stéphane Donikian, qui était là aussi l'année dernière pour parler des innovations et de la manière dont les écoles pouvaient s'emparer des solutions innovantes et dans l'apprentissage. Et aujourd'hui, Stéphane, qu'on ne présente plus trop, je crois, donc, est le créateur et le CEO de la pépite française Golem, vient nous parler alors de toute autre chose. Il va nous parler de deep learning. Voilà. Donc on va commencer avec Henri. Et pas de cerveau positronique à la Asimov, pas de loi de la robotique en vue, mais de l'IA qui va quand même changer beaucoup de choses. Donc je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Je vais commencer du coup en remerciant les organisateurs et pour l'invitation et me permettre de vous présenter. Donc à la présentation d'avant, quelqu'un a fait un comparatif entre les différentes méthodes et a eu la bonté de nous inclure dans la partie IA. Donc je vais rentrer un peu dans les détails de ma vision de l'IA, l'IA générative pour l'animation et pour les pipelines d'animation aujourd'hui et de demain. Très simplement, Kinetix, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on a commencé à faire? L'objectif, c'est, comme on l'a rappelé avant, tu nous envoies une vidéo, on utilise du deep learning pour la transformer automatiquement en animation 3D, on va comprendre le déplacement présent sur la vidéo, on va le retarget sur n'importe quel personnage et tu vas sortir à la fin avec ton personnage qui bouge comme sur la vidéo, avec n'importe quel personnage qui bouge comme sur la vidéo, n'importe quel personnage humanoïde, effectivement. Donc ça, c'était l'idée de base. Nous, on fait beaucoup de recherches. L'objectif, c'est de générer de l'animation 3D la plus fidèlement possible. Donc, nos principaux secteurs de recherche, c'est d'avoir de l'accuracy dans les rotations, faire de l'animation faciale, l'animation des mains, bien reproduire l'accélération du mouvement, les translations du pelvis, parce que nous, on travaille avec une seule vidéo, parce qu'on veut que tout le monde puisse prendre une vidéo sur YouTube et reproduire du mouvement comme ça. Et tout le monde, même des gens qui n'y connaissent rien à l'animation. Donc la translation, c'est presque le plus dur. Et le plus problématique, le respect des contacts. Et effectivement, notre combat de toujours, les pieds qui glissent au sol. C'est une démo qui date un petit peu, et dans 3 semaines, on va release une nouvelle version de notre intelligence artificielle qui résoudra beaucoup de ces problèmes. Donc ça, c'est vraiment le cœur de ce qu'on fait. Donc, il y a plus d'1 an, quand Yassine est venu vous parler de notre solution, notre objectif, c'était de prendre ça, donc de prendre ce motion capture avec de l'IA et d'aller le vendre à un Ubisoft, d'aller le vendre à un Disney, en leur disant, mais vos pipelines de motion capture, ils coûtent extrêmement cher, votre animation coûte extrêmement cher. Nous, on peut vous proposer de l'animation avec de l'IA, donc qui va coûter quasiment rien. Aujourd'hui, notre solution est entièrement gratuite, donc il y avait un comparatif des prix. Moi, c'est plus facile de répondre à la question. Ça, c'est ce qu'on essayait de faire il y a 1 an. Mais en allant parler à ce Ubisoft sur des AAA, en allant parler à des Disney, la conclusion, elle était évidente. C'était que l'IA aujourd'hui, l'IA générative aujourd'hui, n'a pas des niveaux de qualité qui permettent de s'adresser à des pipelines de production d'un Ubisoft, d'un Disney, etc. Donc ça, c'est une réalité qui était le cas il y a 1 an. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est tourné vers un marché qui a d'énormes besoins en animation, mais qui a des besoins en animation d'une qualité moindre, le métaverse. Le métaverse ou les mondes virtuels, c'est un milieu qui explose énormément, avec déjà des centaines de millions d'utilisateurs, et avec des besoins en animation qui vont croissant à tel point que l'humain ne sera pas capable dans les années à venir de répondre et de remplir ces métaverses d'assets 3D, d'animation, etc. Donc pour nous, c'était une opportunité immense d'aller peupler ces métaverses avec de l'IA. Et donc c'est sur ce sujet-là qu'on a levé 11 millions. Et c'est sur la thèse de
L'animation dans les métaverses, ça va être un moyen de s'exprimer. Ça va être un moyen que les utilisateurs vont avoir de s'exprimer de la même manière qu'aujourd'hui, on s'exprimerait avec des émoticônes, des emojis, etc., sur des réseaux sociaux plus traditionnels. Donc effectivement, comme tu l'as rappelé, on est passé d'une équipe de 18 à une équipe de 43 personnes, avec une grosse composante en recherche, des développeurs, etc., une composante business évidemment, et des animateurs 3D qui nous produisent des librairies d'animation 3D et qui nous apprennent finalement le métier d'animateur. Yacine et moi, on n'est pas animateurs à la base, quoi. Donc ça, c'était pour une présentation de Kinetics. J'aimerais parler un petit peu plus de l'IA générative aujourd'hui et pourquoi je pense à titre personnel qu'elle a de très beaux jours devant elle en ce qui concerne les pipelines d'animation, les pipelines de création 3D et principalement les pipelines d'animation. Aujourd'hui, et dans le milieu de la recherche principalement, on voit une explosion des papiers de recherche sur l'IA générative, une explosion des cas d'usage, et il n'y a pas un mois qui se passe sans qu'il y ait une nouvelle architecture qui hype tout le monde, et même bien au-delà de ces milieux-là. On a vu DALL-E, on a vu Stable Diffusion, Midjourney, NVIDIA très récemment qui a sorti Magic 3D, donc qui a sorti la grenouille que vous voyez à droite, qui était du texte sous 3D, où il suffisait de dire donne-moi une grenouille bleue, etc., et qui sort tout de suite un asset 3D. Pareil, très récemment, il y a un papier Human Motion Diffusion Model qui est sorti et qui reprend les architectures de diffusion, mais sur de l'animation. Donc l'IA générative, l'IA purement générative sur l'animation 3D, c'est un sujet qui actuellement est dans la recherche, mais qui progresse très vite. Et on voit déjà des applications dans la photo et dans la vidéo qui arrivent. Et à gauche, c'est un exemple que je trouve extraordinaire. C'est quelqu'un qui a mixé Photoshop et Stable Diffusion. Et il prend la partie de la main sur la photo et il dit « remplace-moi celle-là, remplace-moi ça ». Et Stable Diffusion va lui proposer différentes options. Et il va choisir dans les options proposées par l'IA générative celle qui lui convient le plus. Donc on a une utilisation précise et vraiment très pratique de l'IA générative sur de la photo. À droite, c'est un projet Runway qui fait le même genre de choses, mais sur la vidéo, que je connais un peu moins bien. Mais l'IA générative, vraiment, arrive dans les pipelines de production professionnels et de plus en plus vite. Aujourd'hui, sur la photo et la vidéo. Et la continuité logique des choses, c'est qu'un jour, elle arrive dans la 3D, et en particulier dans l'animation. Aujourd'hui, à gauche, ce sont des prévisions des assets nécessaires entre 2021 et 2028, avec l'explosion des mondes virtuels, etc. Va y avoir une explosion de la quantité d'assets requis de manière générale, et encore une fois, l'humain ne sera pas capable de produire ça. Et c'est pour ça qu'on voit énormément d'entreprises dans l'IA générative qui se lancent en disant on va répondre à ce problème, on va apporter des solutions pour créer des assets le plus facilement possible. Donc dans la 3D, dans les textures, dans l'animation, là-dedans, et le world building, etc. Aujourd'hui, l'IA dans la création 3D, c'est pas courant, mais ça existe. À gauche, c'est Flight Simulator. Toute la Terre avait été générée par une IA. À droite, c'est Aeromancer. Tous les personnages ont été générés par une IA. Donc, actuellement, on voit des objets statiques qui sont générés par des IA génératives dans les jeux vidéo. Et demain, je pense que ce sera le tour de l'animation. Aujourd'hui, l'animation, qu'est-ce que c'est? C'est plusieurs choses. C'est le design des personnages, c'est 3D modeling, texturing, le skinning, le rigging, l'animation, donc sur quoi on se concentre, et après la game dev intégration ou le rendering. Et finalement, dans beaucoup de ces domaines, on voit déjà l'IA qui arrive. Le design des caractères, c'est ce que j'ai dit juste avant. 3D modeling également. Skinning, rigging, finalement, des outils comme Mixamo commencent déjà à utiliser l'IA, ont utilisé l'IA pour faire du rigging et du skinning automatique. Et il y a des papiers extrêmement intéressants sur, tu prends un personnage, un objet 3D, et tu vas le riguer automatiquement, le skinner automatiquement, donc tu vas lui donner un squelette. Et là, pourrait y avoir là-dedans une rencontre entre la photogrammétrie présentée, la vidéogrammétrie présentée tout à l'heure, et finalement une animation plus traditionnelle avec du squelette, l'animation également, et le game dev. Donc ça, c'est une prévision très personnelle, et je serais ravi de débattre avec vous là-dessus. C'est dans quoi va s'intégrer l'IA générative dans l'animation 3D. Comme on l'a appris au début de notre parcours chez Kinetics, aujourd'hui, l'IA générative pour les jeux et pour les films et les jeux AAA, la qualité n'est pas au rendez-vous. Mais la qualité fait de tels progrès récemment que ma vision des choses, c'est qu'aujourd'hui, l'IA générative va être utilisée dans les mondes virtuels parce qu'il y a besoin d'énormément d'animation 3D d'une qualité moins exigeante. Et à mesure que la recherche va faire des progrès, l'IA générative va pouvoir
s'introduire dans des cas d'application plus communs, comme les indie games, donc les gens qui aujourd'hui utilisent des librairies d'animation, les AAA et les films un jour. Je dirais que, pour revenir un petit peu sur Kinetics, le plus gros challenge de l'IA générative dans l'art, c'est la contrôlabilité de ce que tu vas obtenir à la fin. Parce que si juste tu fais une génération et que tu n'as aucune idée de ce que tu vas avoir à la fin, il n'y a plus aucun processus créatif et ça casse complètement l'art dans la création finale. Donc on s'inspire beaucoup de Photoshop qui utilise de l'IA générative, mais de manière très très contrôlée, en disant par exemple, il y a cette photo, rends-la-moi plus souriante, rends-la-moi plus vieille, etc. Avec vraiment de l'IA qui va être sur des tâches très très précises. Nous, c'est le même genre de choses qu'on a envie de créer, et dans aujourd'hui, on a 3 outils. Notre outil principal, notre Creator Tool, c'est là où tu viens créer de l'animation 3D. Donc avec cet outil de motion capture que je vous ai présenté précédemment, mais également avec des outils d'IA les plus simples possibles. Donc l'idée, c'est que tu puisses arriver avec une vidéo qui crée une animation. Ensuite, tu veux prendre une vidéo dans notre librairie, tu viens la drag and drop. Tu as une IA qui vient de gérer automatiquement ta transition entre la première et la deuxième animation. Tu peux ajouter un deuxième personnage, tu peux ajouter des éléments, tu peux ajouter une scène, le tout en drag and drop, le tout le plus facilement possible, en rajoutant des filtres pour modifier l'animation qui sont gérés avec de l'IA. Donc l'objectif, c'est d'avoir vraiment un outil qui rende la création d'animation la plus accessible à tout le monde, sans aucune compétence technique. Et ça, c'est très important, parce que dans les mondes virtuels, les créateurs dans les mondes virtuels ne sont pas des animateurs 3D, ne sont pas des gens qui ont accès financièrement à la motion capture. Donc c'est des gens à qui il faut ce genre de solution, et qui auparavant se contentaient de librairies d'animation comme Mixamo. Donc notre premier outil, c'est un outil de création d'animation 3D. Notre deuxième outil, c'est une marketplace d'animation 3D où on a envie que des professionnels fassent une animation 3D extrêmement propre et qu'on puisse la vendre aux gens. Je précise encore une fois que le premier outil est complètement gratuit et que notre business model se base plutôt sur le second. Et le troisième, c'est finalement l'intégration à tous ces mondes virtuels, donc intégrer Unity, Unreal, etc. Je ne vais pas avoir beaucoup de temps pour faire des démos, mais très très rapidement, notamment je vous parlais de filtres avec de l'IA. L'objectif, c'est par exemple de prendre une animation et de dire mais rends-la moi plus vieille. Donc c'est ce qu'on voit ici, rends-la-moi robotique. Ma préférée, rends-la moi bourrée. C'est demain ça. Donc là, on avait fait un projet de génération à partir de la musique, donc une musique qui fait danser directement. C'est pas très bon avec la technique. Donc là, on a mis de la musique, les plus connaisseurs reconnaîtront. Et on a généré une animation automatiquement, bon, après on a rajouté des effets spéciaux autour, pour générer une musique, pour générer une animation qui va danser automatiquement en rythme avec la musique. Et on a envie de faire ce genre de projet marrant, en fait, pour que nous, nos utilisateurs, ça va pas être, enfin en tout cas dans les mois à venir, ça ne va pas être des professionnels de l'animation, ça va être des gens qui veulent s'amuser dans le métaverse, qui veulent créer de l'animation le plus facilement dans le métaverse. Et donc notre objectif, c'est aussi de créer ce genre de choses très simples et très marrantes à utiliser. Donc c'est une question que j'ai pour les 3 jours qui nous restent finalement pour vous, c'est si vous avez des idées de ce genre de projet qui pourraient nous intéresser. Avec plaisir d'en discuter, et en tout cas je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Merci Henri. Est-ce qu'il y a une ou 2 questions pour Henri déjà dans la salle? Super la présentation, moi je trouvais ça très intéressant. J'avais une toute petite question concernant tout ce qui va être droit à l'image et utilisation des données, parce que derrière l'IA, par exemple, vous avez parlé de Midjourney, ça utilise énormément des ressources comme des illustrateurs qui ont fait des précédentes illustrations, comme des peintres. Et au final, c'est juste enfin, c'est pas juste, au contraire, parce que je veux pas du tout réduire le concept, mais c'est un mix de beaucoup de données existantes, de travail d'artistes, etc. Est-ce que vous pensez pas qu'il va y avoir une législation qui risque de réduire un petit peu l'utilisation de l'IA, en tout cas dans le domaine créatif? C'est une question super intéressante, et c'est pas une question sur laquelle, malheureusement, la loi s'est suffisamment penchée aujourd'hui. Aujourd'hui, l'IA générative, elle se base sur des datasets, et c'est un peu obscur le transfert de la propriété des datasets jusqu'à la création finale. En ce qui nous concerne, nous, on n'a pas la possession de tous nos datasets, mais tous nos datasets ont un droit d'utilisation commerciale. On en possède entièrement certains, et d'autres, on a le droit de les utiliser commercialement. Donc, et on a entraîné une IA dessus qui est
qu'on a entièrement entraîné nous. A priori, quelle que soit la loi qui va arriver dans les mois à venir, dans les années à venir sur l'IA générative, nous, on sera à l'abri. Il va y avoir des questions, effectivement, sur des gens qui vont utiliser des datasets qui ne leur appartiennent pas et qui vont générer des objets à partir de ces datasets qui ne leur appartiennent pas et à partir d'une architecture qui leur appartient. Là, va y avoir des questions. C'est dur de prévoir, vraiment, c'est dur de prévoir ce genre de choses. Pour info, on parlera NFT vendredi matin, pour ceux que ça intéresse. Voilà. On va continuer, on va enchaîner avec Stéphane et on verra s'il y a des questions aussi à la fin. Merci encore, Henri. Stéphane, tu as lâché les foules ou pas complètement? Bonjour à tous. Donc, je ne vais pas vous parler de mon sujet habituel aujourd'hui, mais je vais un peu sortir de ma zone de confort pour vous parler de deep learning. Mais toujours pour un usage, pour la foule, et aussi, on va l'étendre à l'animation, avoir un usage plus large que celui pour lequel on est utilisé pour le moment. Alors très rapidement, présenter Golem, donc on a 13 ans d'existence, on a sorti 8 versions de notre logiciel Golem Crowd, et on a considéré il y a à peu près 2 ans qu'on commençait à avoir fait le tour de ce qu'on pouvait proposer, même si on continue de travailler sur des innovations pour ce produit. Voilà, qu'on commençait à avoir un produit mature pour le peuplement de scènes avec des figurants numériques pour les films de fiction, d'animation, les séries. Et on a commencé à faire de la R&D sur des nouveaux domaines. Et un des domaines en question, c'est l'utilisation du deep learning pour l'animation et les effets spéciaux. Alors il y a plein de travaux. Si vous allez à SIGGRAPH tous les ans, il y a plein de papiers. Il y a quelques gros studios qui font de la R&D interne, alors pour certains, c'est juste de la R&D parce que ça ne rentre pas en prod derrière. Pour d'autres, c'est de la R&D avec un usage interne. Donc on peut faire un certain nombre de choses, approximer des rigs faciaux, faire de l'approximation de la simulation des vêtements en temps réel, pour avoir beaucoup plus de personnages avec des vêtements donc simulés en temps réel. Du clonage donc de personnes par digital domain, donc faire du skinning, faire de la prédiction de mouvement, donc avec de l'IA générative, et donc du transfert de style aussi pour avoir un style initial et une posture ou un autre style et pouvoir facilement générer de la diversité. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de framework accessible pour tous les studios pour utiliser ce type d'approche. Et donc c'est un peu l'objectif qu'on s'est fixé donc, il y a 2 ans. Et donc on travaille depuis 2 ans sur ce framework, donc avec différents usages. Et on a le soutien du CNC donc, pour nous aider dans cette tâche de développement de ce nouvel outil, donc qui n'est pas un nouveau produit, mais qui va s'intégrer dans nos produits existants. Alors, première étape, c'est approximer un rig. Donc on peut avoir des rigs complexes. Alors là, ce que je vous montre, c'est des choses qui ne sortent pas des studios. Et pour répondre à la question qui a été posée à Henri tout à l'heure, pour nous, en fait, dans ce framework, les données resteront la propriété des studios. Et donc chaque studio va utiliser le framework à partir de ses propres données et enrichir, en fait, au fur et à mesure des productions et au fur et à mesure de l'évolution d'une production, va pouvoir apprendre sur ses propres données. Mais donc, on ne va pas fournir les données de X à Y, mais on va juste donc permettre aux studios d'avoir leurs propres données et de s'en servir pour être plus productifs. Donc là, vous voyez un personnage qui fait sa gymnastique avec des déformeurs complexes. Et donc on va approximer ce personnage par un mesh skinné. Et l'objectif, c'est d'apprendre la relation entre les contrôleurs et l'animation du mesh final, pour avoir un modèle qui soit plus simple à manipuler, qui soit plus rapide, et après qui soit aussi portable.
Donc là, c'est dans Maya, mais après, une fois qu'on a fait cette approximation, le mesh, on peut le sortir et on peut contrôler ce personnage dans un autre DCC ou ailleurs. Donc là, vous voyez la phase d'entraînement. Et donc, plus on apprend, donc meilleur sera le résultat final. Donc on voit l'erreur qui va décroître. Et après, on peut inspecter cette erreur. Et donc on a des outils visuels pour voir l'erreur. Donc là, quand c'est vert, c'est que l'erreur est minime. Et après, on peut changer les paramètres et voir l'influence d'un réseau et en faisant varier sa force. Donc là, ce que vous voyez ici. Alors ce qu'on fait sur le body, on va pouvoir le faire sur le visage aussi. Donc là, on a un rig d'animation faciale. Et on va l'entraîner sur 150 frames. Et donc après, on va pouvoir vérifier ce que ça donne à partir de ces 150 frames. Ce qu'il a est très peu. Et donc on peut inspecter et voir les erreurs. Et on peut voir aussi la confiance du réseau, donc la confiance que le réseau a sur ce qu'il est en train de faire en termes d'approximation. Et après, bien sûr, au fur et à mesure qu'on avance dans une production, on va avoir plus de données. Là, on va passer de 150 à 200 frames. Et on va enrichir un peu ce qui se passe. Donc actuellement, c'est un work in progress. On n'a pas atteint encore notre objectif en termes de performance. Donc on est en train de travailler maintenant sur comprendre pourquoi, en termes de performance, on ne va pas beaucoup plus vite que ce que l'on avait initialement. Donc on a gagné en portabilité, on s'est approximé le rig. Ça a un gros intérêt pour nous, c'est que dans des productions en anime qui utilisent des personnages dans Golem, on est obligé d'avoir un rig spécifique. Là maintenant, à partir de cette approximation, n'importe quel rig de Hero Character va pouvoir rentrer dans Golem et il n'y aura plus besoin de faire un rig spécifique pour l'utiliser. Donc ça, c'est déjà un gros avantage. Mais maintenant, donc, on va chercher à encore aller plus vite pour qu'il y ait un gain en productivité aussi. Vous vous êtes donné un délai? Quelques semaines. Donc le workflow, donc on a des personnages, on a des mouvements, et donc ça, on va faire l'entraînement. Donc nous, on expérimente aujourd'hui plein de typologies de réseaux de neurones. On a un spécialiste de ce domaine-là en interne. On est beaucoup moins gros que vous, hein. On est passé de 6 à 7 au début de l'année dernière. Pas mal. Et donc là, ce qu'on exporte, c'est des choses qui vont rentrer du coup et pouvoir être utilisées directement dans nos produits, mais qui après auront aussi la portabilité, puisqu'on a des plugins intégrés dans un certain nombre de DCC, et donc on va pouvoir utiliser ces résultats dans un certain nombre d'environnements. Donc les travaux en cours, donc on travaille aujourd'hui avec quelques studios d'animation. Comme c'est des données internes, je n'ai malheureusement pas le droit de vous montrer ce qu'on fait avec ces studios, mais voilà, les studios, eux, savent en interne, donc il y a des échanges réguliers avec les équipes, et donc on teste sur on a eu la chance d'avoir beaucoup de données, des saisons de séries, par exemple, complètes avec tous les assets, l'audio, le posing, enfin on a tous les éléments. Pour nous, c'est énorme d'avoir ça, parce que ça nous permet d'avancer, de confronter notre framework à des données réelles, de s'apercevoir qu'il n'y a pas deux studios qui utilisent les mêmes types de rigs, le même agencement des datas. Et donc, on est obligé justement de trouver, d'adapter notre framework pour qu'il soit versatile et qu'il puisse s'adapter à plein de manières de représenter les données. Quand on fait du travail sur du style d'animation, du lip-sync, de l'audio tout animation, et on va avoir de l'audio mono-personnage, mais on va aussi avoir de l'audio complet, de scène par scène. Et derrière, il faut que notre outil sache focaliser l'audio sur les personnages pour lesquels on veut apprendre comment il est animé.
Donc il y a un certain nombre d'éléments qu'on est obligé de développer pour s'adapter aux données qui sortent des studios. Et on est donc à la recherche d'autres studios pour avoir encore plus de variété de datasets et pour voir si notre framework va pouvoir vraiment s'adapter à plein de situations. Donc je suis là jusqu'à vendredi, donc pour ceux que ça intéresse, je serai ravi d'en discuter. Donc les sujets sur lesquels on travaille aussi, c'est le transfert de style d'animation, comme tu l'as un peu montré, le lip sync pour les expressions faciales, avec de l'audio, mais avec du texte aussi, donc ça peut être juste un storyboard, avec des éléments d'expression aussi, et tous les autres types de sujets pour augmenter la productivité. Et l'objectif, c'est pas de remplacer les animateurs dans les studios, mais de préparer tout ce qui est fastidieux et qui n'est pas créatif pour qu'ils puissent vraiment se focaliser sur cette partie-là. Et encore une fois, on est à la recherche de studios intéressés pour en discuter. Voilà, je vous remercie. Merci Stéphane. Est-ce qu'il y a des questions pour Stéphane dans la salle? Je suis Pascal, j'enseigne à l'EMK, école ici d'Angoulême. En fait, j'ai pas tout saisi sur le Judy, par exemple, ou sur le personnage qu'on a vu juste avant. En fait, c'est des personnages où vous récupérez les rigs, ou c'était de l'alambic au départ? Non, on récupère les rigs. Il nous faut le rig complet du personnage et on a des mouvements, ou alors on va nous générer à partir du rig. On va contrôler le personnage pour voir comment ça fonctionne et pour apprendre comment fonctionne le rig, puisque l'objectif c'est d'approximer le rig donc, du corps ou le rig du visage pour être capable de remplacer la complexité d'un rig. Et on peut avoir des rigs multicouches, on peut avoir plein de modèles, il n'y a pas deux riggeurs qui travaillent de la même manière. Donc c'est à chaque fois essayer de comprendre comment fonctionne le rig pour être capable de l'approximer par des réseaux de neurones. D'accord, et au final c'est pour le transférer sur un rig qui est compatible avec Golem? Alors, c'est pour le transférer sur un rig qui est compatible avec Golem, mais c'est aussi pour avoir la portabilité du rig. Si un rig est fait dans un DCC, on est contraint de l'utiliser dans ce DCC. Là, nous, on va pouvoir le sortir, puisqu'en fait, ce qu'on va avoir, c'est on aura les contrôleurs en entrée et on aura donc le contrôle du mesh en sortie, mais on n'aura plus le rig. Et donc, on va remplacer le rig par le réseau de neurones qui aura appris comment fonctionne ce rig. Ok, bon, ça a l'air pointu, je ne saisis pas tout, mais merci. Une autre question? Ali Hamdan de Carlab. Merci Stéphane. Juste une précision, parce que on a eu un doute. On est d'accord que ce que tu sors à la fin, c'est du skin, des joints et du skin, pour pouvoir l'exporter dans un autre moteur, un autre DCC. Alors ce qu'on sort à la fin, c'est les contrôleurs en entrée, donc c'est l'ensemble des contrôleurs qui sont en entrée du rig, et en sortie, c'est le mesh que l'on va déformer. Mais donc, du coup, c'est plus que du skin. Ok, donc il y a le solver qui... Il y a le solver qui est entre les deux, qui prend les entrées et qui déforme le mesh en sortie, comme le fait le rig. Ok, merci. Vas-y. Du coup, j'enchaîne. Quentin Auger d'animation. Il s'avère qu'on travaille, moi je m'occupe de l'innovation là-bas, et on travaille avec, entre autres, des labos. On teste leurs outils et qui font un peu ce qui a été annoncé par l'autre intervenant pour faire le lien entre vous deux. La rencontre, effectivement, entre la volumétrie et le rig, l'autorig comme ça qui se génère, ça arrive, nous on voit ça dans des labos et ça marche plutôt bien. C'est-à-dire qu'on peut suranimer quelque chose qui a été capturé volumétriquement, on va dire. Ça commence à arriver. On l'a vu un petit peu, d'ailleurs, on a vu un exemple d'un look-at, d'un regard qui changeait sur un personnage volumétré tout à l'heure. Tout en disant qu'il n'y avait pas de rig, mais en fait, il y a forcément un truc de genre, mais donc ça arrive. Ma petite question, c'était sur votre système chez Golem, que je serais curieux de tester, on va en discuter, mais ça rappelle ce qu'il y a un petit peu dans Unreal Engine, où on peut entraîner un déformeur, un nouveau type de déformeur par IA, et il a l'air de faire un petit peu ça, mais je pense que c'est plus limité. Est-ce que vous connaissez, comment vous pourriez comparer? Oui, je connais les travaux qui sont en cours chez Unreal, les recrutements qu'ils ont faits récemment
sortir d'Ubisoft, donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de choses qui sortent chez eux. Oui. Ouais, tant qu'ils investissent énormément en ce moment sur le rig. Dernière question, il y a quelques années, de longues années déjà, ça n'utilisait pas des algorithmes d'IA, des réseaux neuronaux, mais il y avait déjà des algorithmes et des papiers qui sortaient pour convertir n'importe quelle déformation en skin. Entre autres, ça a donné... il y avait un artiste français, un TD français qui s'appelait Hans Godard, qui avait publié pendant un temps, mais de manière tout à fait illégale, le plugin qu'il avait fait pour Naughty Dog à l'époque, mais bon, qui a été retiré. Mais entre-temps, ça a été copié, et entre autres dans Houdini, il y a quelque chose qui fait ça. Est-ce que vous connaissez aussi cette chose-là? Est-ce que finalement la technologie ne suffisait pas? Non, on en reparlera. Je vois pas de quoi. On pourra en discuter après, parce que je connais pas. Okay. Merci à tous pour cette matinée, première matinée.